song is that remembered at random serpenting through fatty coils emerging? Some other thought is thinking this light shines above the houses on the ground. This illumination visited upon the whole land. Unmarked helicopters hovering. The Lord is coming soon. Bonjour et bienvenue dans mon sanctuaire, donc pour une nouvelle vidéo sur, vous l'aurez compris, X-Files. X-Files qui va faire son retour donc là dans 2 semaines, 1 semaine et demie. Et je me suis dit, saison 10, top 10. X-Files est une série assez emblématique pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ceux qui ont connu le boom que ça a été, la révolution que ça a été. En mon sens, il n'y aurait pas eu X-Files, il n'y aurait pas eu des séries comme Buffy ou différemment. Il n'y aurait pas eu des séries comme Lost ou différemment, peut-être même pas de Lost du tout. Ou beaucoup plus tard, parce que ça a vraiment commencé à amener cette espèce de narration de fil rouge sur une série télé. Ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin bref, j'ai toujours été fan, vraiment fan inconditionnel d'X-Files. Et donc je voulais faire un petit top 10, mais un top 10 un peu particulier. Je voulais faire un top 10 des produits dérivés. Parce que qui dit fan, dit pognon, dit produits dérivés. Donc, je vais commencer par faire court, je vous promets. Je vais faire plus court que ma vidéo précédente qui était bien trop longue. Numéro 10. Top 10, pour la saison 10 d'X-Files. Donc, numéro 10 des produits dérivés. Donc, il n'y aura pas de grosses surprises, genre sextoy, machin. Ou je ne sais quoi, c'est vraiment des produits dérivés assez bateaux, parce que on va rester dans les produits dérivés classiques, genre jeux vidéo, figurines. Mais je vais les classer dans ce qui, moi, à l'époque, m'a le plus marqué. Donc, on va commencer avec le numéro 10, les guides. Les guides. Il y a eu beaucoup de guides à l'époque. Donc, les guides officiels, les guides non officiels, pour ceux qui les lisaient à l'époque, ça va peut-être vous rappeler des choses. Oui, aux frontières du réel. Parce que les fans d'X-Files aiment les petits détails, et du coup, on était vraiment tous dingues des guides et des comment je pourrais l'appeler celui-là? Ouais, ils appellent ça un ouvrage officiel. Celui-là, c'est le meilleur, le plus récent, le dernier. Avec des anecdotes sur la série, des fiches détaillées sur certains épisodes. Hop. Très bel ouvrage. Donc, La vérité est ailleurs, X-Files, paru chez Huggins & Munin, qui généralement font de très très bonnes éditions. Numéro 9, les magazines. Les magazines que j'ai ici. Voilà. Donc, à l'époque, beaucoup de magazines comme l'Écran Fantastique, Mad Movies et compagnie parlaient d'X-Files. Et donc, comme beaucoup de séries comme Walking Dead ou Buffy ont eu leur magazine, ou X-Files a eu son magazine en kiosque. Peut-être une des rares séries à l'époque. Si c'est pas une des premières séries télé à avoir eu son magazine, en tout cas en France, j'ai pas souvenir. Parce qu'on a eu les magazines Star Wars, mais c'est pas une série télé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et X-Files n'avait pas non plus le poids qu'avait Star Wars.
Donc dans le magazine, on retrouvait donc des BD, mais j'y reviendrai plus tard. Des BD, des fiches techniques, les influences d'X-Files, les épisodes à venir, et enfin, c'était vraiment le journal de ce qu'on allait avoir, quoi. C'était les informations, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tellement Internet. Enfin, moi, j'avais pas Internet à l'époque. Donc ça, c'était encore en francs. J'ai même pas le mois. C'était en 96. L'année, je cherchais 96. Donc dans ce magazine, on a eu une petite particularité, c'est-à-dire que on a eu ceci. Ça va vous parler à tous. Le poster, le fameux poster de Mulder. Et normalement, on n'aurait pas dû l'avoir. Il y a une petite histoire, ce poster, c'est que... Je vais le laisser comme ça, on le verra peut-être mieux. Pour ceux qui se souviennent bien de la série, il y a deux posters. C'est-à-dire que, durant la production, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser ce poster. C'est-à-dire qu'au bout de... Pas dire de bêtises, mais au bout de 2-3 saisons, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le poster. Il y avait un copyright là-dessus. Et le gars qui a pris la photo, qui était persuadé d'avoir pris une vraie photo d'OVNI, pour lui, il n'avait pas le droit, c'était sa photo. Et le souci, c'est que le poster de Mulder, c'était le poster de Mulder. Donc, ils ont grugé, ils ont refait le poster après. Pour ceux qui sont un peu attentifs, sur les saisons, à partir, je vais dire des bêtises, mais je crois 3-4, vous avez sur les côtés des sapins. Ils ont remis des sapins en bas pour que la photo soit différente. Et comme ça, ils étaient tranquilles au niveau droit d'auteur. Voilà. Ça, c'est culte. Ça, c'est... Et ce qui est génial, c'est que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a eu que en France, celui-ci. Parce que le fan club français, le magazine français, on fait partie des premiers à se poser pour parler aux fans, des fans par les fans. Et du coup, on a été dans les premiers à offrir ça aux fans, avec le magazine. Numéro 8, dans mon top 10 des merchandising, on va rester pour le moment toujours sur du classique. Les romans. Déjà à l'époque, genre de séries comme Star Trek, ou plus tard Code Quantum au début des années 90, il y avait déjà des romans. Et X-Files y a eu le droit aussi. Encore des guides. Parce qu'il est réédité aussi en poche. Et X-Files a aussi le droit à ses romans. Par exemple, là j'en ai sorti deux que j'avais particulièrement bien aimé à l'époque. Les romans qui étaient publiés chez J'ai lu, vous pouvez trouver chez dans tous les vides-greniers et compagnie, sans trop de problèmes. J'avais bien aimé l'avantage quand on a une série télé comme X-Files qui peut parfois être limitée par les effets spéciaux, et quand on a un roman, on n'a pas de limite, donc on peut se faire plaisir. Et je me souviens d'une image, je crois que c'est dans Tornade. C'est un Monster of the Week, c'est un mutant qui a si je me souviens bien, hein, qui a le pouvoir de contrôler le vent. Et donc, il tue les gens, comme c'est dans le désert, en faisant des tornades de sable. Donc imaginez d'être pris dans une tornade de papier de verre, d'être déchiqueté à mort. Avec le sable, comme dans un blender. Plus que les os, plus de chair. L'image, elle m'avait bien marqué à l'époque. Et c'était dans Tornade. Donc c'était bien aussi pour attendre entre les saisons, parce que on n'avait pas les VHS. Et quand on avait déjà vu 4 fois les VHS qu'on avait, on voulait quand même du nouveau. On avait les romans. Numéro 7, dans mon top 10 de merchandising, numéro 7, les comics. Pareil, c'est du classique, c'est souvent ce qui revient quand on adapte une série télé ou quand on veut vendre une série télé.
les comics, parce que c'est pas cher à produire, et ça existe encore aujourd'hui. Il est ressorti il n'y a pas si longtemps chez... Qui c'est qui fait ça déjà? Fusion Comics. Fusion Comics, donc, qui avait ressorti une coproduction, c'était DC et Wildstorm. DC et Wildstorm qui propose les comics X-Files. Les dessins sont pas à se taper le cul par terre, mais il y a une certaine ambiance qui se dégage du tout, et c'est pas trop mal. À lire, c'est pas trop mal. Les dessins sont pas top. Ça m'a vraiment fait plaisir il y a quelques années, donc il y a 2 ans, 3 ans, de retomber là-dessus. C'était vraiment bien de réavoir des produits dérivés d'X-Files après cette espèce de passage à vide. Pour revenir encore au magazine, pareil, le comics X-Files était déjà diffusé à l'époque. Ça, c'est celui des années 90. Était déjà diffusé à l'époque. Hop, avec Fox Mulder. Donc celui-là, c'était Tops Comics qui faisait ça aux États-Unis. Avec, je vais chercher le prénom, je sais plus son nom, ce dessinateur. Charles Adler, qu'on connaît maintenant pour Walking Dead. Et il a commencé, entre autres, avec la BD d'X-Files, Charles Adler. Pareil, il n'y aurait pas eu X-Files, Adler aurait pas eu cette mise en avant, il aurait peut-être pas fini par dessiner sur Walking Dead, enfin, même si c'est pas Adler qui a fait les premiers Walking Dead. 6 sur mon top 10 des merchandising. J'ai mis ça où? Les figurines Sideshow. Donc il y a eu Mulder, moi je n'ai que Mulder, mais il y a eu aussi donc l'homme à la cigarette, CGB Spender, et Lana Scully. La figurine n'est pas au niveau finition génial, on va dire. Il a une tronche bizarre, mais il est bien équipé. Il a le switch pick pour tuer les hybrides, il a son flingue, son badge, plein de petites choses, c'est assez sympa. Le souci c'est le prix. Mais vraiment bien, vraiment cool. Si je me souviens, il y a même eu une figurine de fête sur Frank Black, la deuxième série par l'équipe d'X-Files qui était Millennium. Pareil, une très bonne série que je vous conseille, vraiment. Ils ont fait donc Frank Black, l'homme à la cigarette, Scully et Fox Mulder. Plutôt bonne figurine, bonne facture, sauf vraiment au niveau du visage, ça fait un peu poupée. On arrive au numéro 5. Numéro 5 de mon top des produits dérivés X-Files. Alors ça, vous avez déjà tous dû le voir en vide-grenier, beaucoup de gens l'ont vendu. Moi j'y tiens. Le jeu de société. Jeu de société X-Files qui est un peu comme Atmosphere, se joue avec une VHS. Donc on avance sur un plateau un peu comme un jeu de loi, et par moment on doit lancer la vidéo, regarder l'extrait de l'épisode et répondre aux questions sur l'extrait en question. Enfin des questions tordues. Et les X-Files, P-H-I-L-E, X-Files. Les fans d'X-Files ont toujours été un peu tordus et ont toujours eu le souci du détail, et vraiment le jeu de société c'était à fond ça. C'est-à-dire que tu pouvais pas jouer au jeu de société X-Files avec ta mémé qui avait jamais vu X-Files et qui adorait Julien Lepers, elle aurait rien bité à rien. Le jeu de société, il y a même des fois où tu tapes la tête contre la table parce que tu te dis mais c'est abusé. Mais c'était bien quand t'étais fan et que tu jouais avec des fans, c'était vraiment bien. Numéro 4 de mon top 10 merchandising, les figurines encore. Celles-ci, elles sont... À l'époque, c'était pour la sortie du film
du premier film. Et c'était la société Todd McFarlane qui faisait les figurines. Donc, honneur aux dames, Dana Scully et Fox Mulder. Je les ai pas toutes sorties parce que il devait y avoir, si je dis pas de bêtises, 6 figurines sur la série. Donc Fox Mulder et Dana Scully en tenue du FBI. Pareil, en deuxième tenue, Fox Mulder et Dana en doudoune pour aller dans la neige. Parce que le film se termine dans la neige. Pôle Sud ou Pôle Nord, je sais plus. Et une figurine d'Alien. Et la dernière figurine, ça devait être un homme préhistorique. Et l'avantage de ces figurines-là, c'est qu'elles étaient accompagnées de morceaux de décor ou de... Pour ceux qui se souviennent du film, et ce qui est génial, on va peut-être pas bien le voir sur la vidéo, légèrement, on peut voir au travers. Quand t'as 15 ans et que t'achètes un jouet où tu peux voir au travers, c'est génial, c'est dégueulasse, et c'est génial comme décor aussi. Parce que ces choses-là, tu pouvais les attacher ensemble et refaire le couloir comme à la fin du film. Donc le couloir avec les comment on pourrait appeler ça, les cocons extraterrestres, les cocons. Les figurines d'X-Files, pareil, hein, c'est des figurines qui datent du milieu des années 90, donc on n'a pas le souci du détail qu'on a sur les figurines plus récentes, mais ça c'était le début. Avant Todd McFarlane, quand on voulait des figurines un peu stylées, bah, il fallait se tourner vers les figurines de Star Wars qui étaient pas top, on dirait des vieux G.I. Joe tout pourris. Et voilà. Donc merci Monsieur McFarlane pour les figurines et le boulot que vous avez fait sur X-Files, parce qu'elles ont longtemps trôné dans ma chambre à l'époque. J'étais assez fier. J'ai mis un moment avant de les avoir, mais j'en étais assez fier. Numéro 3. On va approcher le top 3 donc de mon top 10 du merchandising des produits dérivés d'X-Files. Donc après les guides, les magazines, les romans, les comics, la figurine Diamond Select, le jeu de société et les figurines McFarlane, je vais parler de deux choses en une. Les deux jeux vidéo. Troisième position, les jeux vidéo. Parce que j'adore les jeux vidéo. Et il y a eu deux jeux vidéo X-Files. Donc le premier, la boîte est pas en très bon état, mais ça fait un moment que je la traîne entre les déménagements, sur PlayStation 1. Donc 4 CD. C'était un genre d'épisode interactif vraiment bon. Donc réalisé dans les décors de Vancouver avec l'équipe de réalisation, les acteurs, le casting. Et donc ça c'est sorti en 99, un an après le film, si je dis pas de bêtises. On n'incarne pas Mulder et Scully, on incarne Craig Wilmore, donc agent du FBI sur une branche un peu paumée du FBI. Et Craig Wilmore se fait royalement chier dans son boulot, et sauf qu'un jour, on lui demande mon petit Craig, il faut que tu retrouves Mulder et Scully, ils ont disparu, ils ont été enlevés. Donc on joue Craig Wilmore et on doit retrouver Mulder et Scully dans une histoire avec l'huile noire, les complots, l'homme à la cigarette, Monsieur X. Tout y est. Quand on aime la série, c'est des gros clichés d'X-Files avec les possédés d'huile noire, les radiations, mais c'est un pur bonheur de retrouver tous ces petits trucs là et de jouer. Donc au niveau de la présentation, on avait en bas les options et on les cliquait sur l'écran. C'était un mi-chemin entre un point and click et comment il s'appelait ce jeu? Un mi-chemin entre un point and click et Myst. Mais en plus vivant, parce que Myst c'est quand même de la simulation de carte postale.
mais c'est plus vivant, plus sympa. Deuxième jeu qui a eu quelques années après, donc je l'ai pas, celui-ci, c'était sur PlayStation 2, c'était X-Files Resistor Serve, donc je vous mets quelques petites photos. 3D, plus dans l'esprit Resident Evil, la jouabilité était pas top, mais les personnages étaient assez reconnaissables. On jouait Mulder et Scully pour une fois, et on avait même des phases avec Scully où on faisait des autopsies. C'était rudimentaire, mais on s'amusait à ouvrir les cadavres, enlever les cages thoraciques. C'était sympa. Donc, un jeu qui se termine assez rapidement, hein, comme le premier jeu X-Files qui était sorti sur la première PlayStation. Un jeu qui se termine assez rapidement, mais malgré tout, pareil, on retrouve des éléments d'X-Files, comme Alex Krycek en boss de fin, si je me souviens bien, ou en pré-boss de fin. Non, parce que le boss de... Oui. Alex Krycek en pré-boss de fin. C'est pas le boss de fin, mais c'est sympa quand même. Si je me souviens bien, il y avait les Lone Gunmen aussi. Beaucoup d'éléments de la série. La musique. C'était sympa. Trop simple. Jouabilité un peu chelou. Mais c'était sympa. Pareil, hein, quand on est fan. Numéro 2 de mon top 10 des produits dérivés d'X-Files. Donc, ce sont les trading cards. Parce que j'ai vraiment été dingue de ces machins à une époque. Je crois qu'en France, on a eu que les 3 premières saisons, les 3 premières séries de trading cards qui étaient donc sur les 3 premières saisons. Et qu'on voit bien. Il y avait vraiment des illustrations géniales. Donc ça, ce sont les trading cards de la 3e saison. Donc j'ai la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ça, c'était pour la saison 3. J'ai mis un moment à les avoir toutes. J'ai dû mettre un paquet de thunes. Pour ceux qui veulent se faire un petit trip souvenir, ça c'était l'emballage de la saison 3. La saison 2. Donc pareil, hein, des fiches sur les épisodes. Enfin, c'est des trading cards quoi. Des fiches sur les effets spéciaux. Sur les personnages. C'était vraiment de chouettes petits trucs. Vraiment, j'étais très fan de ces trucs-là, j'étais pas tout seul. Et entre fans, on se les échangeait. Comme des gamins là, en cours de primaire ou de maternelle qui échangeaient des panini. C'est le même délire. Et comme quand j'étais môme, j'adorais les panini. Et ben, les trading cards X-Files, c'était du pain béni pour moi. Le numéro 1. Le numéro 1. C'est pas un produit à proprement parler. Lone Gunmen, c'est le spin-off d'X-Files. Donc ceux qui ont connu X-Files, ceux qui connaissent un peu X-Files doivent se souvenir des bandits solitaires, donc Byers, Froick, Langley, des tarés de la conspiration. Donc mon numéro 1, c'est ce qu'on pourrait appeler un produit dérivé de luxe. C'est un spin-off. C'est une série qui avait été créée donc en 2001 par on pense bête, donc par Chris Carter, par Gilligan, Spotnitz et Shiban, donc 3 scénaristes de la série. Et le souci avec la série de Lone Gunmen, c'est qu'elle n'a pas rencontré le bon public, elle était très mal diffusée à l'époque, et elle a tenu que 10 épisodes, alors qu'il y en avait 13, si je dis pas de bêtises, 13 de tournée. C'est ça. Donc tous les épisodes n'ont même pas été diffusés en fait à l'époque. C'est dire si la série elle a été vraiment mal gérée, mal diffusée, pas diffusée en entière, les horaires qui changeaient, les gens n'ont pas suivi, les gens n'ont pas compris le délire parce qu'il faut imaginer, pour comprendre ce qu'est Lone Gunmen, vous prenez Mission Impossible, vous prenez X-Files et vous mélangez les deux. Sauf que c'est pas des héros, c'est des trouillards. C'est des trouillards, des tricheurs, des peureux. Et la série n'a pas marché. Ce qui est dommage, elle est vraiment très bonne. Il n'y aurait pas pu y avoir un meilleur spin-off à X-Files
que de partir sur ce biais-là. On pouvait pas faire une série sérieuse. X-Files ça se serait fait de la concurrence à X-Files. Il fallait vraiment partir sur un concept barré. Et comme il y avait déjà des épisodes et des éléments foufou un peu par moment dans certains épisodes d'X-Files, grâce justement à ces personnages-là, c'était vraiment le spin-off qu'il fallait à X-Files, avec l'ajout de personnages comme Jimmy. Jimmy est génial. Donc le premier épisode de la série Long Gunmen a été diffusé en mars 2001. Et l'histoire de ce premier épisode, c'est qu'il existe une puce électronique pour contrôler les véhicules à distance. N'importe quel système électronique peut être contrôlé à distance. Et cette puce est fichée sur un avion. Et cet avion va être détourné à des fins terroristes. Ça, c'est la base de l'histoire. On est en mars 2001. Et l'action terroriste sera d'envoyer l'avion contre les tours du World Trade Center. On est en mars 2001. La série, les scénaristes de la série se sont fait peur. Arrivé en septembre 2001, le 11 septembre 2001, quelques mois après, quand c'est vraiment arrivé. Vous imaginez la frayeur, les mecs ont écrit ça, 6 mois après ça arrive. Enfin, c'est dire la pertinence de la paranoïa d'X-Files dans les années 90. Et bref. Long Gunmen, mon numéro 1. Des meilleures choses. Des meilleurs produits dérivés d'X-Files. Long Gunmen. Je vous le conseille, vraiment. Si vous êtes fan d'X-Files et que vous ne connaissez pas, vous êtes passé à côté de quelque chose de génial. Bref. Donc, merci pour ce petit crochet par mon sanctuaire. Encore une fois, c'est des vidéos que je fais juste pour mon plaisir. Je vous remercie si vous prenez le temps de les regarder. Et peut-être à la prochaine fois si j'ai encore une idée ou quelque chose qui me vient. Voilà, mon top 10 pour la saison 10 d'X-Files. Merci.